أولاً الشكر الجزيل للمركز اللي بعد تقريباً 40 سنة من الأداء في الجامعة الجزائرية أول مرة دخلت وفوجئت بالنمط المعماري الأصلي لأن لاسبي فيزوال هي الحاجة le premier contact qu'on a avec l'institution. وأود بعد التحية والشكر الجزيل أن أقدم لكم ما ذكرته في des discussions spontanées avec des collègues avec grand plaisir. Parce que nous avons tendance en Algérie à être soumis aux mythes académiques théoriques. Et nous ne prenons pour connaissance que les connaissances académiques théoriques. Et je pense que le fond de la crise des connaissances en Algérie, c'est la stérilité dans le domaine de la production du savoir national, du savoir quotidien, du savoir palpable. Et j'ai dit à mes collègues, et je vous le dis un peu avec plaisir et beaucoup avec tristesse, la dernière fois que je suis venu à Oran, c'était en 1974. Ça fait 40 ans. C'est une image de la déficience infrastructurelle de la connaissance en Algérie. Je suis allé des dizaines de fois à l'étranger, y compris dans des pays clairement hostiles, et je ne suis plus revenu à Oran depuis l'été 1974. Mais je ne suis pas que triste. Parce que l'été 1974, j'étais étudiant en deuxième année de psychologie clinique. Et le ministère nous a proposé, en tant qu'étudiant en psychologie en formation, très jeune, en 1974, j'avais 21 ans, il nous avait proposé une formation adjuvante pédagogiquement, en les techniques théâtrales. On nous a dit, vous allez être psychologue ou sociologue, il y a des approches thérapeutiques par le biais des techniques théâtrales, et il y a des jeux de rôle, il y a une expression, il y a tahdib fi asalib al-tawasul, où le théâtre peut jouer un rôle important. Regardez où était l'université algérienne en 1974. Je connais, il avait dirigé avec le stage dont je garde un souvenir ému. C'était le grandissime Mostra Kadib qui a joué le rôle du docteur Hamdan dans l'opium et le bâton. Et il y avait, je le répète, Ahmed Wahbi himself. Nous avons passé un mois à l'université de la CEDIA extraordinaire. C'est l'aspect maturatif de la formation de l'élite de l'époque. Et quand on avait fini, on nous a tenus dans un secret rigoureux. Et la partie des étudiants qui ont fait dans l'expression théâtrale directe avait préparé une pièce de Bertolt Brecht, himself, le théâtre populaire. Et c'était dans la salle des actes de la CEDIA. Et donc nous, on avait assisté comme spectateurs. Deux acteurs qui étaient des stagiaires. Il y avait un fond musical de Carlos Santana. C'était la pièce Europe, si vous connaissez. Et cravate, etc., large comme ça se faisait à l'époque, avec des cols qui pouvaient servir d'aile. Et ils ont commencé à... mais c'est pas du théâtre, qu'est-ce que c'est que ça? C'est la première scène de l'acte بالعقل لا الأقل ما كانش ولد وطلعوا ليهم وخرجوهم. Mais je me suis dit, c'est un scandale. C'était la pièce. Les gens qui faisaient ça étaient des acteurs. Et c'était la façon de montrer comment le théâtre populaire devait occuper les entrailles de la formation du citoyen algérien. ونرى هذا وعلاش
Moi, je veux bien qu'on dise que l'Algérie est classée, etc. Mais et je disais à mes collègues qu'après ma licence, je suis parti faire mes études doctorales à Lille 3, dans le nord de la France. Et on devait passer devant une commission d'équivalence, monter un dossier sur l'ensemble du cursus, sur les intitulés, sur le contenu des modules, etc. Plus notre mémoire, qu'on n'avait pas besoin de traduire à l'époque parce qu'on le faisait en français, plus un entretien sur le niveau de langue. Et je vous le dis, la licence que j'avais obtenue à Constantine a été classée supérieure à la licence de Lille. Et j'ai eu droit à une inscription directe en DEA. Alors, on peut dire que Devos a classé, mais ça, c'est la réalité. Et pour finir, avec un happy end, je l'espère, j'ai soutenu ma thèse 3 ans après. J'ai soutenu ma thèse exactement le 3 juillet. Le 23 juillet 81, j'étais à Skikda. Et en septembre, j'étais installé comme enseignant à Constantine. Ça, c'est du savoir national. Peu de gens ont cette idée. Il y a des gens qui disent qu'avant c'était... Non, c'est pas vrai. Et maintenant c'est totalement noir, c'est pas vrai aussi. Et il faut que nous produisions ce savoir, parce que c'est avec ce savoir que nous avancerons. On ne peut pas avancer l'unanimisme. L'unanimisme est une façon de mort sociale. Vous savez, quand le monitoring cardiaque, quand le bip ne bouge plus, il faut aller acheter le mouton faire l'achat. Quand ça bouge, et pendant le sommeil paradoxal, on l'appelle le sommeil paradoxal parce que le sommeil paradoxal, il y a une brutalisation des ondes cérébrales. Et c'est ça le cœur du sommeil réparateur. Pourquoi on n'applique pas ça? J'espère que ça vous a un peu motivé comme introduction. Donc je vais essayer de résumer dans un slide d'une vingtaine de pièces, 339 pages sur les violences. En réalité, j'ai commencé à écrire sur la violence en 2014. J'avais déjà publié bien avant. 2000... tout au début, Kikel Oustad Ben Smaïl était très actif à Constantine, qui était psychiatre, qui était le père de la psychiatrie à l'Est. Et donc on avait engagé des études sur la délinquance. Mais en 2014, je me suis dit, je suis devenu vieux, j'ai une expérience, j'ai un vécu, il faut que j'écrive. En 2014, c'était difficile, et je vous assure que je n'ai réussi à trouver aucun éditeur capable de m'éditer. Une amie qui était à l'ANEP m'a dit, si tu as des trucs, on pourrait peut-être te donner un coup de main. J'ai dit, ce que j'ai écrit, j'ai peur que quand je vais avoir des ennuis. Le comité de lecture, peut-être ça ne va pas lui plaire. Elle m'a dit, non, j'étais dans laquelle vraiment vous voulez me donner un coup de main. C'est impubliable. Et je vais te donner un conseil, ne t'amuse pas à le publier à frais d'auteur. Parce que là, la seule responsabilité engagée sera la tienne. En bas, j'ai le Hirak, qui a libéré un certain nombre de choses. Et j'ai été publié, et pour mon deuxième, c'est Harold Hamadou, ici présent, m'a tendu la main avec beaucoup d'amitié. Et nous avons pu sortir le deuxième tome. Donc, les violences. Au début, le questionnement était le suivant. يقولوا الجزائري منعته violent. يقولوا الإسلام منعته violent. يقولوا البربر بربر. Ils portent la violence في التسمية تاعهم. Je me suis dit, en tant qu'enseignant-chercheur algérien, en tant que praticien, parce que je pratique en cabinet libéral et je pratique aussi comme expert en psychotrauma auprès de Sonatrach. Pour l'information, j'ai coordonné la prise en charge des victimes de l'accident industriel du complexe gazier, parce qu'il y a 27 morts et à peu près 200 blessés in situ.
Et j'ai aussi coordonné la prise en charge des victimes de l'Est algérien, de l'attaque terroriste sur le complexe gazier de Tikentoé. Et donc je me suis dit, il faut que j'écrive, il faut que j'essaye de construire un discours d'une psychologie non pas appliquée, mais impliquée. Il faut que je m'implique. Les universitaires algériens qui sont chercheurs, qui sont professeurs, et qui ne s'impliquent pas dans les problématiques du quotidien, ça ne peut pas marcher. Donc je vais prendre le risque d'écrire sur la violence. Je vais prendre le risque d'essayer une approche explicative. Alain Jazairi, il est violent. Mais il est violent, quand il est mis dans un autre contexte, il devient brillant, productif, pacifique. Donc je me dois, en tant que citoyen, résident, chercheur en Algérie, je me dois d'essayer d'apporter. Et donc j'ai divisé mon travail en deux parties. La première partie, c'est la partie constat. C'est un peu qui mêle le cheminement de l'évaluation du crime, de la procédure juridique. Le juge d'instruction constitue les faits juridiquement. Le rapport de police n'est pas un rapport juridique, c'est un rapport de police. Mais le juge d'instruction a pour fonction إسقاط الصفة القضائية القانونية على الأفعال، لأن قاعدة القانون وأخلاقية القانون هي لا جرم إلا بنص ولا عقاب إلا بنص. Et donc je me suis attaché à essayer de constituer la violence, et pour ça il faut des stats. Et vous savez que le vrai désert en Algérie, ce sont les stats, c'est pas le Grand Sud. Le Grand Sud, ça peut devenir un paradis. Il n'y a pas de stats. Il n'y a pas d'ingénierie statistique. La numérisation, c'est une numérisation panoptique, de surveillance. Ce n'est pas une numérisation pour mettre à portée des chercheurs, à portée des étudiants, à portée des gestionnaires, un background numérique qui permette de constituer les faits comme j'ai essayé de le faire. Donc, par exemple, dans le domaine de la violence faite aux femmes, et je salue mes collègues femmes ici présentes, mon prochain livre, c'est La femme algérienne au cœur de la nation. Donc, apparemment. Et donc, j'ai vécu le désert statistique. Les statistiques en Algérie, c'est les statistiques sectorielles, c'est les statistiques de communication. Nous avons arrêté tant. Pour vous donner un exemple, quand on va sur les sites étrangers, si on va par exemple sur la criminologie ou la statistique criminelle en France, on trouve même les insultes faites aux arbitres de football amateurs. Tout est listé. Quand on va, aller à l'Office national des statistiques. Rien du tout. Alors je veux bien croire que l'élite ne produit pas, mais avec quoi produire? Et donc je n'ai pu constituer que là où il y a un terreau statistique que l'on peut utiliser. Quand on parle de violence, bien sûr, la première question qui nous est posée, c'est où sera fait comme les années 90. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu le déclenchement d'une violence absolument barbare, rarement vue à l'échelon de la planète. Je vois beaucoup de visages jeunes, mais je vous assure que les années 90, après 15 heures, c'était difficile de ne pas avoir peur. Ça pouvait, excusez-moi, ça pouvait péter à n'importe quel moment. Et donc, il faut bien que, je sais que c'est une séquence hassas à l'histoire de notre nation, qu'il y a une obligation de réserve, mais ici, nous sommes dans une enceinte de recherche. Et donc, il ne faut pas hésiter à aborder cette problématique, parce que Isqat Sefa, on dit que Sadouk Moujahidin. À partir de quels critères?
qu'il y a une commission en Algérie ministérielle de reconnaissance du statut de Moujahid. Elle vaut ce qu'elle vaut, mais elle est visible, elle a un référent légal, elle a un référent moral, elle a un référent historique. هادو شكون اللي عينهم مجاهدين؟ مجاهدين contre qui؟ جاهدوا في شكون؟ Ici résonnent les noms des victimes de l'intellectocide. Gilles Liebs, Tahar Jaout, Abdelkader Alloula, Ladi Flissi. Est-ce qu'il faut oublier ça? Je suis tout à fait d'accord qu'il y a une stratégie pour les politiques. Mais nous sommes universitaires. Nous ne sommes pas dans le temps politique. Nous sommes dans le temps de la recherche universitaire. Et donc la grande question, pour faire court et pour ne pas aller sur des pistes très sensibles, décembre 91, était-ce le début? Était-ce une cause de ce qui s'est passé? Ou était-ce l'aboutissement de quelque chose? Pour moi, ça ne fait aucun doute. C'est l'aboutissement d'une série d'accumulations toxiques. C'est comme une cocotte minute. Ça explose. Ça explose. On dit que ces prétendus moujahidines حكموا الجبل لأنه نحاو لهم les résultats du vote. Les résultats du vote, passant sur les problèmes à l'époque, ce parti avait 900 et quelques mairies sur les 1532, je crois. Et donc la main à la pâte, elle est claire. Et je m'en rappelle comme si c'était hier. Le réseau Tahim a donné les résultats avant le ministère de l'Intérieur. Ce qui témoigne, n'est-ce pas, ce qui témoigne d'une organisation. Et une organisation qui peut donner des résultats avant ceux de l'État, à l'époque, il y avait 30% du corps électoral qui s'était exprimé. Et avec ces 30%, ils ont failli prendre le pouvoir. Mais je vais plus loin. Si je peux, Monsieur le Président. Il y a eu, pour notre génération, l'attaque de Gemmar, dans la wilaya de Ouedsouf, dont le maire fils de l'époque était un ancien d'Afghanistan. Il y a eu l'attaque de la caserne de Gemmar, où il y a eu 12 conscrits, 12 jeunes du service national, qui ont été égorgés, qui ont été émasculés. Et le désir terroriste, le désir d'impact par la terreur était clair. Non seulement on fait le style d'assassinat, mais quand on émascule un cadavre, d'ailleurs je me demande quel djihad fait. Et ça s'est passé la nuit du 29 au 30 novembre, avant le vote. Et si vous vous souvenez, à l'époque, il y a eu le congrès de Batna. Le congrès de Batna qui a vu la victoire de ce qu'on appelait à l'époque le Jazara. C'est-à-dire le point de vue jazairi fi al-Thawra al-Islamiyya al-Maz'ouma. Et contre lequel Abbasi Madani et Ali Al-Hajj se sont prononcés au préalable négativement. Nous ne reconnaissons pas la légitimité du congrès de Batna, donc tout ce qui viendra du congrès de Batna est nul et non avenu. Il se dit, dans les milieux très restreints, qu'il y avait cette nuit-là 20 opérations prévues. Et c'est le style, c'est montrer qu'on peut intervenir n'importe où, n'importe quand, que nous sommes les maîtres du terrain. Et le congrès de Batna a fini par imposer la participation de l'ex-parti islamiste au vote, contre le gré des chefs historiques. Et finalement, ils ont imposé cette... Et donc, ordre a été donné de surseoir à ces 20 opérations. Le maire de Gemmar a dit, moi, je ne sursois pas. J'applique.
Et vous savez bien que c'était le leitmotiv de ces barbares, c'était attaquer quand je veux, où je veux. À l'époque, ils avaient dit, c'est 1000 policiers tués quotidiennement. Maintenant, on va avoir des objectifs. Et donc ça s'est passé bien avant le vote. Et ce qui s'est passé en réalité, depuis le début, c'est deux plans. Le plan A, qui était la conquête du pouvoir par le jeu des coulisses nationales et internationales, régionales, pan-arabes, méditerranéennes, etc. Et le plan B, au cas où on échoue, c'est la préparation de la prise de pouvoir par la terreur, personnifiée par l'un des deux chefs historiques que tout le monde connaît, qui est encore en vie. Je résiste beaucoup à observer une réserve nécessaire. Et donc, quand il y a eu résultat, statistiquement, numériquement en faveur de ce parti, il y a eu une prise de conscience nationale et on a dit stop. Sarahatan, qui ici ou ailleurs doute que si ce parti avait pris le pouvoir, il n'y aurait pas eu arrêt de tout processus démocratique, même de conditions. De toutes les manières, historiquement, on était arrivé à une crise telle que toute projection démocratique était condamnée. Quand ce parti avait pris le pouvoir, personne ne peut envisager qu'ils disent nous allons aller vers la presse libre, vers la démocratie économique, vers la démocratie administrative, vers la démocratie culturelle, identitaire. C'est un discours, c'est inenvisageable. Donc, de toutes les manières, le processus démocratique déficitaire, parce que la loi fondamentale du pays, il est interdit d'utiliser la religion ou la culture dans l'exercice de la politique. Or, ces partis utilisaient clairement la religion pour arriver au pouvoir. De la même manière que d'autres partis ont utilisé la culture, et le mot culture fait partie de l'intitulé de leur parti, pour faire de la politique. Et donc, en réalité, il y avait deux plans. Le plan A, qui était le plan clean, et le plan B, qui était le plan hard, si je puis dire. Et dès qu'il y a eu les premiers signes que le plan A n'avait pas réussi, ça a tout de suite été le déclenchement. Franchement, est-ce que vous pensez que par réaction, par réactivité, on puisse déclencher une déferlante de violence militaire, communicationnelle, financière? À l'époque, l'Algérie était complètement étouffée. Mitterrand a dit le processus doit aller jusqu'au bout. La réforme des retraites en France, elle est antidémocratique. 95% des travailleurs sont contre cette réforme. Et donc, immédiatement, ça a été le déclenchement du plan B. Prenons un exemple de la Tunisie voisine. De la Tunisie, il y a eu vote, il y a eu victoire des islamistes, il y a eu Premier ministre islamiste, gouvernement islamiste. Est-ce que cela a arrêté le terrorisme en Tunisie? Non. Il y a eu... Et ce qui s'est passé en Tunisie est une copie conforme de ce qui s'est passé en Algérie. On a commencé à tuer les gens à éradiquer les gens de gauche, parce qu'ils sont porteurs d'une contradiction forte. On a commencé à saper les bases économiques de l'État tunisien, le tourisme, et ce qui s'est passé à Djerba est clair là-dessus, sans entrer dans les détails des victimes ciblées, etc. Et si vous voyez en Égypte, c'est la même chose.
il y a immédiateté du déclenchement de la violence extrême et terroriste, c'est-à-dire qu'on recherche l'impact de la terreur. Vous vous souvenez tous de l'attentat de l'aéroport, de Ben Talha, et il y a eu en même temps déclenchement d'une hostilité diplomatique, consulaire. Il y a des institutions consulaires, il est dakhlou mubasharatan. L'Algérie a été mise sous embargo, les gens nous donnaient des injonctions, alors que nous sommes connus pour notre indépendance, pour notre non-alignement, etc. Et donc, il ne fait aucun doute que c'était un plan A et un plan B. Et modestement, j'ai essayé d'apporter ce modèle explicatif que je partage avec beaucoup de gens, c'est clair, mais qu'à mon avis, il faut enregistrer pour l'histoire. Il ne faut pas qu'on se moque des générations. Donc, أنت مجاهد شكون مد لك الصفة تاع المجاهد وجاهد ضد منه لأي هدف. Il y a eu 20 milliards de dégâts dans les infrastructures publiques et privées. Il y a eu 200 000 cadres qui ont été poussés à l'exil pour des raisons qui se discutent. Parce qu'on parle souvent des cerveaux qui vivent à l'étranger, et on ne parle jamais des cerveaux qui crèvent pour le pays chaque jour avec honneur. Et l'Algérie a été préservée et le sera encore grâce à ces hommes et à ces femmes qui ont le génie, qui ont le courage et qui ont l'attachement indéfectible au pays. Je donne un exemple, l'excellent homme de lettres Rachid Bigouni est allé mourir au Maroc, malgré l'hostilité de ce palais royal, réserve oblige. نموت في المغرب وما نموتش عند العدو تاع البارح. Moi je salue parce qu'il y a des manières de vivre dignes et il y a des manières de mourir très dignes, comme il y a des manières de mourir indignes. Donc je me dois de respecter la mémoire de ce type de concitoyens. Voilà pour cet énorme problème qui a marqué l'histoire contemporaine de l'Algérie. Ensuite, il y a la violence liée à l'accidentologie routière, et vous avez vu, malgré toutes les approches répressives et juridiques, la route continue à produire une violence criminelle. Et quand j'ai publié des statistiques, parce que là elles sont disponibles, bien sûr, il faut considérer les statistiques, parce qu'il y a cette ingénierie des statistiques. Les statistiques de ce genre sont tendancielles. On peut observer que l'accidentologie routière cette année a baissé, mais l'année prochaine elle peut monter, comme elle peut baisser. Et donc c'est la tendance décennale qui donne les véritables indices de la progression de l'accidentologie. L'accidentologie, dans les pays développés, elle coûte à peu près 5% du PIB. 5% du PIB algérien, faites vos comptes. C'est énorme. Maintenant, le collationnement, l'enregistrement statistique et ces outils comptent énormément en matière de méthodologie de recherche. En Algérie, on compte les morts in situ. On compte les morts pendant le transport à l'hôpital. On comptera peut-être les morts quelques jours après. Mais les gens qui sont lourdement handicapés et qui décèdent progressivement, ils ne sont pas comptés. En France, par exemple, on compte le manque à gagner du fait du décès du citoyen. Et on l'intègre dans le coût de l'accidentologie routière. Pour avoir un compte des statistiques vraiment viable et utilisable comme matériel de recherche, il faut compter les décès in situ, les décès dans le transport, les décès à l'hôpital à jour plus 1, plus 2, plus 3, plus jusqu'au bout. Il faut compter
il faut intégrer les chiffres de la classe. Il faut intégrer les chiffres de l'état civil, la mise en terre, etc. Là, on peut avoir, et encore, par exemple, les statistiques criminelles, les statistiques, les données des secteurs, ce sont une matière brute qui n'a fait l'objet d'aucune ingénierie, aucune. Il faut savoir que quand on dit qu'il y a eu tant d'affaires cette année, qu'on a arrêté tant de criminels, condamnés, etc., ce sont les affaires résolues. Si on ne résout pas une affaire, on n'arrive pas à savoir combien, dans quelles circonstances, etc. C'est ça l'ingénierie statistique. Et donc ce sont les statistiques de l'accidentologie routière, 90% des causes des accidents, c'est le manque de civisme et le manque de respect du code de la route. Et donc c'est إهانة السائقين الآخرين، إهانة والتعدي على أملاكهم، وإهانة والتعدي على أرواح les concitoyens. علاش؟ Parce qu'on roule à 170 km/h au lieu des 120 autorisés. Dans un pays où la voirie est sujette à caution, où la pièce détachée, 60% de la pièce détachée n'est pas d'origine, et le jeune, vous voyez des fois les jeunes s'amusent à faire de véritables rodéos, je vous assure, quand on fait des distances longues, c'est un enfer parce qu'on est l'objet de provocations incessantes et malheureusement impunies. Il y a le permis. Il a عندك ترجع. C'est ça le savoir rationnel. Ce n'est pas les grandes théories, c'est la réalité. Et cette année, je redoute que les chiffres soient, hélas, consistants. La violence dans le sport, elle a atteint les limites de l'insupportable. Pour l'équipe Mahalliya, on a dit un jour à Skikda, l'équipe locale recevait l'USM Alger, et les jeunes ont dit Radbin Kassarin, Khasrin Kassarin. La plupart des stades du pays sont érigés sur le tissu urbain. Donc la marmite bout sur le stade et elle vomit la violence sur la cité. Et sur la cité, ce n'est plus une violence sportive, c'est une violence criminelle acquisitive. Les magasins, on prend des chaussures de sport, on prend... Le problème, c'est que si leur équipe joue mal, ils la tapent parce qu'elle a mal joué. Si l'équipe adverse s'impose sur le terrain, ils n'ont pas le droit. C'est une divagation citoyenne complète, c'est une déconstruction de l'esprit sportif. J'appartiens à une génération où le sport scolaire était un sport roi. Je me rappelle, gamin, adolescent, que l'équipe de basket de Bnissaf était un exemple national. C'était le réservoir de l'équipe nationale de basket. L'équipe de Bnissaf et l'équipe du lycée Ibn Rushd de Blida, que nous avons eu l'honneur de battre en 71 au final de la coupe scolaire de basket. Skikda, je vous le dis avec plaisir, le lycée Larabit de Skikda pouvait fournir l'ensemble de l'équipe nationale de handball. L'ensemble. Et ainsi de suite. Et ça venait directement du sport scolaire. Le sport scolaire nous apprenait les valeurs du sport, il nous apprenait les valeurs du respect de l'adversaire, il nous apprenait les valeurs du respect de l'arbitre, même quand il se trompe, parce qu'un arbitre est un être humain, et l'arbitrage humain, c'est l'arbitrage. La main de Maradona, la télévision, c'était la main de Dieu. Réponse devenue célèbre. Et Maradona a fait une Coupe du Monde extraordinaire et il a mérité cette petite aide divine.
c'est aussi le respect de la faute humaine, fait aussi des valeurs du respect. Et l'école du sport scolaire, c'était une école de citoyenneté et une école de moralité extraordinaire. Je vous assure que quand j'étais en première, la prof de français nous avait donné comme sujet la démocratie. J'ai dit la plus belle démocratie du monde, c'est la démocratie du sport. أجبد ولا بيع المجبد comme on dit chez nous. تقدر ولا ما تقدرش وكي ما تقدرش تفيليسيتي لادفيرسير تاعك ولو كان تخرج من هذه القوانين دير كريس كاردياك تموت. Si tu demandes à ton corps حاجه اللي ما يقدرش يبدها, c'est la punition immédiate en 3 minutes. Le sport Anna, j'avais chiffré dans le tome 1, vous pouvez le trouver. J'avais chiffré, j'avais donné un exemple, la formation d'un médecin et la formation d'un international de football. La formation d'un international de football coûte 100 fois la formation d'un médecin. Le chiffre que j'avais supputé en l'absence de statistiques, c'était 12 000 milliards de dinars en 10 ans. Vous pouvez consulter les résultats de l'enquête de l'ancien joueur international de l'USMA, il a donné le même chiffre. Mais sur des supputations, sur des pièces comptables. Si vous prenez la comptabilité des clubs et vous faites une analyse comptable, j'avais pris à l'époque les déclarations du président de la GSK, la GSK dort 80 milliards l'an. J'ai dit 80 milliards, c'est la GSK, c'est une équipe régionale, nationale, entre guillemets, etc. Donc, je suis à 80, mais moi je vais faire 50 milliards pour les autres et 25 milliards pour les équipes de division 2, multipliés par temps. Combien produit le championnat national algérien, combien produit de joueurs de l'équipe nationale? Pas grand-chose. Divisez le nombre de joueurs par 12 000 milliards. Et vous allez avoir un chiffre astronomique. Est-ce que l'argent qui circule sur le milieu du sport est soumis à la loi comptable? Si vous faites une analyse comptable, je trouve que la plupart des chapitres qui pèsent lourd sur le budget, c'est l'hôtellerie, les déplacements, le consommable. Si vous voyez combien mettent les clubs sur la formation des jeunes, et le citoyen est déconstruit dans ses valeurs sportives par cette inobservance systémique de la loi dans le domaine du football. Il y a des présidents qui disent « Ils les matchs ». Normalement, dans un pays de rigueur juridique, le procureur s'autosaisit. Vous avez fait une déclaration. Les joueurs, les équipes, ils gibouent des joueurs étrangers. Ils les payent en euros. Par quel circuit? Est-ce légal? Ils gibouent des entraîneurs étrangers payables en euros. Et quelquefois, j'ai 6 mois. Vous avez vu avec l'entraîneur espagnol, il a comme à l'Algérie des millions d'euros parce que le président avait décidé de le ramener alors que c'est un nulard parfait. Je déclenche une enquête au moins parlementaire. Et donc cette couveuse d'incitoyenneté, elle n'est pas neutre socialement, elle produit de la citoyenneté à privatif. Les violences de la bureaucratie, je pense que ça se passe dans le commentaire, les violences du contexte international, ce qui s'est passé dans les années 90 n'a pas été déterminé juste par les élections de novembre 91. Loin s'en fout. Le prix du pétrole a été écrasé mécaniquement à $8. L'Algérie avait une rente pétro-gazière annuelle de 12 milliards de dollars et elle versait 80% au service de la dette, pas au principal. Ce n'est pas le fruit du hasard. Quand le contexte a voulu, le baril de pétrole est monté jusqu'à $140.
il y avait le contexte régional, il y avait une violence. Il y a encore la violence du dollar, il y a la violence de l'industrie pharmaceutique, il y a la violence de l'eau, il y a la violence de la dictature médiatique mondiale. Est-ce qu'on peut penser une seconde que toute cette violence n'interfère pas avec la violence? Il y a beaucoup de questions qui se posent sur beaucoup de choses, mais il faut être informé. Et moi, je veux bien qu'on parle de démocratie politique, mais je voudrais d'abord qu'on parle de démocratie économique, de démocratie sociale, de démocratie culturelle. Et entre nous, je préfère qu'on commence d'abord par la démocratie économique. La démocratie, c'est le hub portuaire continental de l'Hamdaniya, c'est le hub portuaire, Inch'Allah, de Tamrast, c'est le rail vers Tindouf, c'est le rail vers Adrar, c'est le rail vers Tamrast, c'est le pipe Niger-Algérie qui va donner la possibilité à l'Algérie d'être un véritable hub gazier méditerranéen. Si on gagne sur ce terrain de la démocratie économique, le reste suivra. Un dirigeant respectable algérien a dit on ne va pas au paradis le ventre creux. Et on ne va pas à la démocratie le ventre creux. On va les jalons de la démocratie. Voilà à peu près le contenu du tome 1. Et donc la plupart des grandes nations actuellement puissantes ont été au départ l'œuvre des forces militaires. Si on examine l'histoire, je connais les États-Unis. Général George Washington. Je connais la Grande-Bretagne moderne qui est devenue républicaine pendant un moment. Cromwell. Je connais la France moderne. Bonaparte. Je connais la Turquie moderne. Atatürk. Je connais l'Italie moderne. Le fameux père de l'aggiornamento, Garibaldi. Et l'histoire des grandes nations a toujours été faite par les militaires parce que l'armée est la seule force organisée, cohérente, qui a une immunité forte par rapport à l'étranger, sauf qu'à un certain moment, quand les assises de l'État-nation acquièrent l'immunité, il faut qu'il y ait une translation vers un pouvoir civil. C'est ce qui s'est passé un peu partout. Donc je ne peux pas. L'Algérie est l'un des rares pays en Afrique et un des rares pays anciennement colonisés qui a sauvegardé l'unité territoriale et l'intégrité territoriale juridique du pays libéré. Regardez ce qui se passe en Libye, au Soudan, en Syrie, en Tunisie. Et la peur qu'on a eue tout de suite pour la Tunisie, c'est que l'armée tunisienne n'a pas la force de l'armée algérienne. Et il se passe malheureusement ce qui se passe. Et donc, mais par rapport à ça, en tant qu'universitaire, je réfère aux sciences physiques, à ces dernières, à les sciences sociales, nous avons les sciences physiques. Pourquoi pour les sciences physiques? La résistance au mouvement est partie intégrante du mouvement. S'il n'y a pas de résistance, il n'y a pas de mouvement. L'avion légitime Constantine était faut qu'un tapis, un courant d'air contradictoire sur lequel s'appuie la pulsion motorisée de l'avion. Makan Shahwa, vous connaissez la célèbre image d'un philosophe qui a vu un pigeon éther, quand la résistance de l'air était plus vite. Quand un physicien, non, la résistance de l'air était, je crois. C'est sur la contradiction de la résistance de l'air que les ailes du pigeon s'appuient pour voler. La deuxième référence est une référence à la chimie, Lavoisier. Logiquement Lavoisier.
rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Quand il y a absence de mouvement, il y a cumul d'énergie refoulée. Ce cumul est bas. Et encore une fois, référence aux sciences physiques, qu'est-ce que c'est que l'explosion? C'est l'accumulation confinée d'une énergie constante. Si vous mettez un explosif en plein air, mais il est loin. Si vous le mettez dans un confinement solide, si le gaz s'échappe, fait l'air. Ouais. S'il s'échappe dans un endroit fermé, ça explose. Donc on ne peut pas. Si votre cocotte minute est bouchée, elle va exploser. Et c'est une véritable question. Ouvrir le pays à toutes les influences, regardez ce qui se passe en Tunisie, en Libye, en Syrie, etc. Le fermer, c'est dangereux. Donc, comment trouver un moyen terme pour s'immuniser contre les manipulations hostiles de l'intérieur et de l'extérieur, tout en ne blasphémant pas par rapport aux données scientifiques de base, cosmiques. C'est la problématique que nous sommes obligés de résoudre. Et c'est la problématique qui nous interpelle, nous, en tant que chercheurs les sciences sociales et humaines, de nous impliquer dans ça, de nous impliquer d'une manière productive, pas juste pour avoir un grade, pas juste pour avoir son habilitation ou devenir professeur, mais pour produire, pour laisser une trace, pour contribuer. Notre pays, continent, il a une importance que personne ne s'amusera jamais à remettre en question. Mais ce potentiel ne s'exprimera que si s'implique dans toutes les problématiques nationales. Et c'est ça que j'appelle l'ouverture de l'université sur la problématique de développement national à tout point de vue. Et donc ça, c'est le tome 1. Le tome 2, c'est nous avons fait un constat, nous avons constitué autant que faire se peut, autant que faire se peut les statistiques. Maintenant, modèle explicatif. D'abord, on commence par une définition différenciée, discriminée, de trois concepts qui sont très utilisés dans ce domaine: la force, l'agressivité, la violence. La force, c'est physique. C'est un quantum énergétique, c'est un potentiel dont la mise en œuvre peut changer une situation ou un état. Cette force, elle peut être matérielle, elle peut être immatérielle. Dans la tête de la plupart des gens, la force est assimilée ou associée à la violence. Non, on peut parler de force de paix. On peut parler de force du bien. Et on peut parler de force du mal. Ensuite, il y a l'agressivité. L'agressivité, c'est une pulsion, c'est un instinct, c'est une force instinctive qui existe chez tous les êtres vivants, y compris les végétaux. Vous connaissez les poissons ou les coquillages qui déclenchent de l'urticaire. Tout être vivant est muni d'une capacité agressive pour se défendre. Cette agressivité, elle devient violence quand elle devient infractrice de la loi. Quand il y a l'intention d'utiliser la force et l'agressivité dans une orientation négative, en infraction de la loi. C'est ça, la violence. Et donc, il y a des journalistes qui parlent de violence, il y a des médecins qui parlent de violence, il y a des juges qui parlent de violence, il y a des poètes qui parlent de violence. Et il faut utiliser le concept d'une manière claire et différenciée. La force, l'agressivité, la violence.
Donc pour que la force et l'agressivité soient mises au service positif de la société et de la nation, il faut qu'elle soit éduquée, il faut qu'elle soit orientée, il faut qu'elle soit socialisée, il faut qu'elle puisse être sublimée. Quand j'ai cumulé de l'agressivité, je dois avoir des activités théâtrales, sportives, politiques, pour sublimer cette agressivité et la mettre au service de la société. Un stade de football, si un défenseur tacle avec agressivité un adversaire, mais s'il est établi par vidéo qu'il vise le ballon et non pas l'adversaire, c'est une agressivité socialisée qui est recommandée et qui est l'objet d'un enseignement méthodologique. Si il est établi que le tacle a visé plus haut que la cheville, c'est un carton rouge. Mais ça reste dans le cadre du sport. Si maintenant l'adversaire donne un coup de tête, si le joueur donne un coup de tête ou un coup de poing à l'adversaire dans le cours du jeu ou en dehors du cours du jeu. Il y a eu dernièrement l'affaire avec le demi-temps au Real Madrid qui a agressé quelqu'un, et c'est devant les tribunaux. Là, ce n'est plus de l'agressivité, c'est de la violence. Et elle est susceptible d'une sanction sur le terrain et au sein de l'institution judiciaire. Donc, il y a vraiment une différence. Alors, pour qu'elle soit socialisée, abréagie, orientée, et pour que l'agressivité nous serve à défendre notre honneur, dans le cadre de la loi, à défendre notre pays, à défendre notre identité, il faut qu'elle soit l'objet d'une socialisation. Et donc là, comme il ne me reste plus que 5 minutes, je crois, il y a ce qui est mis en cause, c'est tout le processus éducatif transversal de la société. D'abord, quel est le projet éducatif national? Est-ce qu'on a une idée sur le type d'Algérien qu'on veut former? Je donne un exemple. En Angleterre, il y a une commission qui est chargée de la surveillance de la formation transversale à la citoyenneté. Et cette commission a des référents sur le plan économique. Que doit savoir le Britannique dans le domaine économique? Je donne un exemple, l'inflation. Vous connaissez l'inflation galopante sur les produits alimentaires, sur les fruits et légumes, des oignons qu'on jette à la poubelle, etc., de la sardine qui se vend au large aux Espagnols, etc. C'est un comportement inflationniste. Quand les gens achètent la banane à 100 000 le kilo, c'est un comportement inflationniste, parce que l'inflation, c'est une augmentation de la masse monétaire sans équivalent productif. Si les gens étaient formés à ça, je vous assure, j'ai une de mes filles qui a été formée en finance. Elle ne sait pas ce que c'est que l'inflation. Elle est prof de littérature arabe. La plupart des citoyens ignorent tout du b.a.-ba de l'économie. Sur le plan sanitaire, que doit connaître absolument l'Algérien? On a vécu la crise du Covid. يرحم والديك مباركه بالسلام وبركه وكذا لا ما تديروش فلاك ريسبكتي لا. Et vous avez vu comment notre pays a été gravement mis en difficulté par l'absence de civisme sanitaire. Alhamdoulilah bistan. Sur le plan culturel, sur le plan de la défense nationale, dans les curriculums de formation transversale à la citoyenneté en Europe, les élèves ont une notion sur les grosses problématiques géostratégiques et de défense nationale, populaire et institutionnelle. Est-ce que nous avons ce genre de projet en Algérie? Je pose la question. Est-ce que nous avons une institution qui est capable d'intervenir dans tous les process éducatifs en Algérie? Dans les mosquées, il y en a 19 000 en Algérie. Il y a 19 024 écoles et 19 000 mosquées. Sauf que, pour les 19 000 écoles, il y a un budget, il est de 700 milliards de dinars,
Et pour les mosquées, c'est 24 ou 25 prières. Le personnel encadrant l'école, c'est incomparable. Vous savez très bien que l'islam n'est pas monolithique. Il y a plusieurs tendances. Il y a la tendance islahiyya, irshadiyya. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'on maîtrise le discours éducatif qu'il y a dans les mosquées? Je pose la question. Une fois un cadre du ministère de الشؤون الدينية قال لي يا أستاذ مع كل احتراماتي ليك أنت لا تعرف بدقة les mécanismes de gestion de mosquées. Sachez que le khutbah al-Jumu'ah, elle est l'objet de directives centralisées. Et tout ce qui se dit le Jumu'ah, il est prescrit et contrôlé par l'État. Je lui ai répondu que l'imam Khalid Youssi est un ami personnel, c'est un Azhari, il a été précisément directeur de Nashat, Moudir Nashat Masjidi, et que je connais donc ce mécanisme. Mais ce dont je parle, monsieur le représentant, ce n'est pas du discours Sharia. Je parle de la dimension de l'éducation transversale à la citoyenneté, fait le discours Tal Jama'a. Et écoutez le discours Tal Jama'a et dites-moi s'il y a أي حث على التكوين تاع المواطن في هذا المجال هذا l'école حدث ولا حرج. Et donc on ne peut pas, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'on a un projet social, national, éducatif, cohérent, et qui s'inscrit dans un passé, dans un présent, dans un avenir, dans une situation géostratégique régionale, nationale, régionale et internationale. Vous voyez le Wahhabiyya, rappelez-vous ce qu'elle nous a coûté. Aujourd'hui en Arabie Saoudite, il y a une lutte contre le Wahhabiyya. Que deviennent les Wahhabistes algériens? J'ai entendu dire dernièrement que Mohamed Ben Salman a exigé un filtrage sévère de l'ahadith nabawi et qu'il a donné jusqu'à 2030 ou 2035 les tasfiya kabira. Qu'est-ce qu'on fait dans ce domaine? Dans mon prochain livre, j'ai parlé du double référent juridique. Une femme en Algérie peut se porter candidate à la présidence de la République. تستطيع أن تتولى أعلى المناصب وتتولى تسيير شؤون الأمة. Mais quand elle va se marier, لو ما يجيش الولي ويسني الزواج يعتبر لا non الشرع. Maintenant, quand dans certaines configurations, on estime que la femme, quand elle est mariée, elle n'a plus besoin de wali. Alors le wali, c'est sur la femme ou sur ce qui se passe dans la nuit de noces? Il faut qu'on sache. في تونس ما كانش، في المغرب ما كانش، في الحنبلي ما كانش. J'ai fait des efforts et j'ai été aidé par des amis. On n'a pas trouvé nas qur'ani sarih. Il recommande et prescrit la présence, l'autorisation présentielle de wali al-muslima. En cherchant, j'ai trouvé que c'était hadith روية عن طريق 3 محدثين، واحد منهم أوزبك وزوج إيرانيين، والإيرانيين معروفين أنهم شيعة لا يعترفون بالسنة، عن أبو موسى الأشعري اللي جابوه في 824 يعني تقريبا قرنين بعد وفاة الرسول. Pourquoi on en fait un référent juridique? Dans quand je dis cela, j'ai élevé 3 filles. Je n'admettrai pas que ma fille me dise با كيما تقولوا انتم هنايا اني تزوجت مع فلان. لا، تقول لي بابا عندي مشروع ونشاورك كأب ونشاور الأخ تاعي ونشاور الأم تاعي. مي لكن الاستشارة هذه خلاتها تبقى على اختيارها. Je n'ai pas le droit de lui interdire d'épouser l'homme qu'elle a choisi. Ne serait-ce que pour pouvoir dire
لو الزواج هذا ما يصلحش اختيارك c'est ta responsabilité citoyenne parce que combien de mariages ont été décidés arrangés par les familles et qui ont été l'autoroute vers beaucoup de difficultés conjugales. Donc, globalement, ce qui est remis en question, c'est le potentiel, et on va voir la deuxième conférence de façon beaucoup plus impliquée, c'est le potentiel éducatif à travers le potentiel éducatif familial. La famille a subi une évolution. On est passé de la famille nucléaire, de la famille élargie à la famille nucléaire. On est passé de la famille nucléaire implantée sur un foncier individu familial à un F3 barodé de partout. Ça crée du sens. Ça remet en cause le père. Le père n'est plus l'agent économique principal. Dans pas mal de cas, c'est la mère qui est devenue l'agent économique principal. Est-ce qu'un père qui a été dépouillé de son droit, de son droit d'héritage, de son droit de transmission de l'héritage agnatique, est-ce qu'un père qui a été dépassé par ses filles, par sa femme, par ses enfants sur le plan intellectuel, est-ce qu'un père qui est remis en cause dans son autorité patriarcale par l'État, par l'école, par le juge, par Internet, est-ce qu'il a encore les moyens de son rôle patriarcal plénipotentiaire? On a le droit de le penser, mais c'est une erreur. Est-ce qu'un père prolétarisé, défonciarisé, est-ce qu'il peut prétendre garder les mêmes pouvoirs qu'avant, tout en étant dépouillé? C'est impossible. Donc il faut de toutes les instances éducatives et impliquées dans le processus éducatif, y compris nous, chercheurs, pour susciter un nouvel ordre social en rapport. C'est en ce sens que je me permets de dire en tant que chercheur, je ne suis pas politique. C'est une opinion de chercheur. On ne peut pas dire à la femme tel article de la Constitution, tu es l'égal de l'homme en droit et en devoir, etc. Et on lui dit, tu n'as pas le droit de choisir. Si on estime que la femme, un être fragile. Un être fragile, on ne lui permet pas d'ouvrir le cœur de son compatriote et de le recoudre en utilisant des termes. On ne lui permet pas d'être aux commandes d'un Boeing avec à bord 300 passagers, 300 malheureuses victimes donc. Un être faible, je connais le plus faible. C'est la jeune fille qui se marie ou la dame qui se fait divorcer avec 5 gosses, sans boulot, sans logement, et à qui on demande d'élever ces 5 gosses et d'en faire des citoyens. Je connais l'assistance. Et le point de départ, ce n'est pas l'idéologie patriarcale, mais c'est le devoir d'assistance. Parce que j'ai beaucoup à dire là-dessus, mais le temps. Vous savez comment on définit l'autorité sur le plan scientifique? L'autorité, c'est la capacité de sanction. Mais en langue française, la sanction elle peut être négative et positive. C'est-à-dire, si ceux sur qui on a autorité commettent une faute, nous devons les sanctionner, ne serait-ce que symboliquement. Exemple, une dame a été prise en flagrant délit de vol la veille de Noël dans un supermarché à Lyon. Il s'est avéré que c'est une femme abandonnée par son mari, qu'elle a volé des victuailles pour la fête de fin d'année parce que ses enfants surfont. C'est déchirant, n'est-ce pas? Mais il y a la loi. Et si on se met à jouer avec la loi, c'est la porte ouverte au grand banditisme. Donc il fallait sanctionner cette dame, mais pas la pénaliser. Donc pas d'amende, un sursis, mais il faut qu'elle sache que le vol, c'est interdit. Je fais l'application intelligente de la loi. Donc l'autorité, c'est la sanction proportionnelle à l'acte commis, qui respecte la dignité du coupable
On ne doit pas punir son enfant à coup de tête ou à coup de fauchage, ou à coup de poing. Et dans tous les cas, après la sanction, qui respecte sa dignité, qui est proportionnelle, qui n'est pas brutale, on doit toujours tenir un discours éducatif. On doit lui expliquer en quoi consiste son erreur et pourquoi il a été puni. Et il doit l'accepter. Exemple, Fulqanoun. Si un coupable est convaincu de culpabilité, jugé et condamné, le Khaliyat'an, s'il fait cassation de la décision, il n'a plus le droit à la grâce présidentielle. À l'âge, parce qu'il a refusé de reconnaître sa culpabilité. Et qu'en réalité, sa personnalité criminelle est toujours active. Et donc, replacé dans certaines conditions, il va reproduire son crime. Et dans certains cas, le procureur est intelligent, où il casse, pour priver le justiciable de son droit à... La deuxième version de l'autorité, la deuxième version de la sanction, c'est la sanction positive. نشوفوا في البلدان المتقدمة واحد يبلونجي في الماء باش يسل الكلب يعملوا له احتفال. لماذا؟ لأن الفعل تاعو هو فعل تربوي، هو فعل مواطناتي تربوي بالأساس. Vous avez vu un Malien chef un bébé راح يطيح grimpe عليه عطاوه il a été reçu par le président de la République et le canard enchaîné avec beaucoup de malice avait dit qui a sauvé l'autre, le bébé a sauvé le Malien sans papier ou le Malien a sauvé le bébé. C'est toute la puissance de la capacité de sanction positive de l'autorité saine. La dernière fonction très importante de l'autorité, c'est la fonction de protection. Nous sommes enseignants universitaires. حصل un doctorat, حصل un étudiant. J'ai allé avec أستاذي تخنقت, je n'arrive plus à avancer. T'as la solution. Vous faites autorité sur lui. Et on utilise dans le magnifique jargon académique, on dit qu'un tel est une autorité en sociologie. C'est un protecteur. Quand on est en panne de solution, cette autorité positive est très saine et productive. Et là, autorité pédagogique. Donc c'est la fonction de protection. Quand on le parce que Rabbi c'est l'autorité protectrice par excellence. Donc une autorité qui ne protège pas, c'est une autorité malsaine. Si vos enfants réussissent faire la scolarité et que vous ne remarquez même pas, c'est une offense, c'est une atteinte qui impacte gravement votre autorité. Je ne sais pas si je peux... Parce qu'il y a une deuxième conférence. Donc globalement, je retiens que le diagnostic et le modèle explicatif des violences, الجزائري ماهوش عنيف بالأساس، ماهوش عنيف جينيا. Et je vais vous donner un exemple très simple. Quand j'étais étudiant en France, كنت طلعوا في الطيارة، إذا كانت الطيارة تاع ألجيري، الموسيقى، حكم لي هذيك البلاصة، الماكلة، الحس، كنت طلعوا في تاع فرنسا، مالغري يحطوا لي فينيسونت. كل شيء على أحسن ما يرام. كي يوصل الجزائري الباريس يولي ما يتكلمش الكلام الفاحش، لا بغى ما يفهمش. حاشا الوجه ما يدخلش في الارض. يريسبكت لا كو. علاه؟ لأن le milieu a été pensé, conçu et mis en œuvre pour faire pression citoyenne sur les citoyens. أنا يعرضني واحد ندخل لدارو نلقى كل شيء برق. نحشم. ما نقدرش نعمل أي جست يفسد لا بيل كوهيرونس دو لا هذا كون ندخل للدار نلقى à la limite, je me rappelle de mon père et un jour il m'a dit, il lui arrive de pleurer à ce gosse. Je lui ai dit, et souvent dans mes consultations, je suis en présence de parents et de mamans qui disent, c'est normal. Non, c'est pas normal.
الطفل كي يبكي سي ان لونغاج. C'est un langage. اي لا مامون المحنكه تعرف البكيه تاع الشر تاع الجوع، تعرف البكيه تاع تخونيه، تعرف البكيه تاع لا détresse. Et l'autisme, ça commence par là. Quand l'enfant émet un discours et qu'il n'obtient pas une réponse, c'est le premier gros impact dans sa capacité de communication. Et l'autisme, c'est précisément une invalidité à la communication. Et comme tous les apprentissages se font par la communication, par la relation, comment va-t-il كيفاش يتقدم؟ ما يعرفش يبني علاقات، ما يعرفش يتبادل، c'est pour ça que pour les autistes, il est très grave de les laisser face aux écrans, parce que l'écran n'interagit pas. Donc il le pousse à devenir un avaleur d'algorithmes, un avaleur de... Et maintenant, les adultes, nous sommes devenus des avaleurs d'algorithmes. Maintenant, nous avons une excellente discussion avec les collègues tout à l'heure sur l'intelligence artificielle. خلوها زملائي القسنطين والله صح شو هذا. L'intelligence, c'est la matière grise اللي فضل لها ربي سبحانه على الحيوانات. Ce n'est pas les algorithmes. L'intelligence, c'est l'inventivité. C'est la capacité de casser les équilibres pour en créer d'autres. Ce n'est pas l'ibtila. Et donc, dans tout cela, où sommes-nous d'un projet éducatif, social, national? Où sommes-nous من هيئة اللي تتولى la définition actualisable et évolutive du citoyen algérien d'aujourd'hui باش يقدر يكون عنصر نشيط لأن la ressource, la seule ressource pérenne d'une nation, ce sont ses citoyens. أين نحن من هذا؟ نهار اللي يعود حتى مولودية وهران عندها وشبيب سكيكدا ومولودية قسنطينة ويعود عندها مدرسة تاع المواطنة تاع التربية على المواطنة. ما نتكلمش على الجامعة، نتكلم على tous les process d'éducation يعودوا يمشيو dans le même sens. كتي حنا لا فواتور اون بان، حنا مازلنا في لي فواتور تاع بكري كي تفض لا باتري يفو ندزوها. لو ندزو الكل dans le même sens نوضوها. لو كان ندزو الكل واحد كيما يحب jamais تنوض. C'est un problème, le problème de la construction. C'est pour ça que j'ai intitulé Construction de la société de la nation et de l'État-nation et violence des Algériens. C'est que nous sommes tenus, tous, mais nous, chercheurs, à produire de la cohérence. Construire une société, une nation, c'est produire de la cohérence territoriale. Est-ce que صراحة اللي عايش في عنقل عايش في les mêmes conditions que nous ici? اليوم باش تروح لنيجيريا ما كانش ان فول ديريكت ولا طريق ديريكت، تطلع عند لو متر دو زمان وساعة اللي تهبط. اليوم باش تروح لعين مقل سي اون افونتور. كنت تحب تروح لباريس تطلع لايروبورت شي بيي اللي كان عندك الفيزا وتروح. Nous sommes assujettis à un système de communication qui nous asservit. Donc il faut créer de la cohérence. Fais les infrastructures, fais le territoire, fais le discours éducatif. Est-ce que nous poussons tous dans le même sens? L'école nationale elle a été classée machin, ok. نقري ولادنا 13 سنة تربية إسلامية وعلوم إسلامية ونهار الباك يفرض في علوم إسلامية وفي تربية إسلامية. Où est la cohérence? اليوم جون حراق ودي جون يركبوا في بوتي تاع 4 متر 80 في 15 ويمباركيو 400 لتر ايسانس، يعود الحاشيه تاع البوتي على هك من الماء ويعتقدوا dans une incohérence intellectuelle totale que dans ces conditions ils peuvent traverser la Méditerranée agitée. C'est une incohérence létale. واعتبر ان واحد اللي ما عندوش وعي باللي هذه c'est une conduite suicidaire inconsciente par inconscience intellectuelle et morale.
ولا بروف غار اللي يصبح حيين وكي يوصل للحي الاسباني ولا الطليان يصلي ركعتين حمدا لله لانه حاول الانتحار والانتحار حرام ولانه غادر بلاد الاسلام واعتنق بلاد الكفر. وين لا كويرونس؟ اسكو سيت كوندويت لا جات هكذاك برك جات باسكو elle est isomorphe de l'incohérence de l'intention éducative sociale et nationale. On ne pousse pas tous dans le même sens. أستاذ Merci. شكرا جزيلا أستاذ على